à washdeba@gmail.com. Washdeba, ça s'écrit donc W-A-S-H débat D-E-B-A-T-S ou à commercial gmail.com. Washington Débat, c'est cette émission qui vous parvient tous les samedis en direct sur nos antennes à partir de 15h, heure de Washington, soit 20h, temps universel. Washington Débat, cette émission des grands débats est animée par Georges Léonard Senghor. Merci de vos correspondances et à bientôt sur nos antennes. À bientôt sur nos antennes. Nous y sommes déjà, 15h05 à Washington, 19h05 en temps universel coordonné, mesdames et messieurs. Bienvenue sur nos antennes en ce samedi 7 avril 2012. Journée ensoleillée ici à Washington. Georges Léonard Senghor dans le studio central pour la coordination et la présentation. Washington Débat, principaux thèmes de cette 66e édition, mesdames et messieurs, la Guinée-Bissau, la CEDEAO et le Mali. Quels sont, selon vous, quel sens critique donnez-vous à la visite de la nouvelle procureure de la CPI? Vous l'avez compris, il s'agit de la Gambienne Madame Fatou Bensouda qui a visité Conakry cette semaine. Alors, pourquoi le dossier sur le massacre du 28 septembre 2009 traîne-t-il? Et pourquoi Toumba Diakité, le cerveau de ces 10 massacres, court toujours et échappe au grappin de la justice internationale? Pourquoi la médiation guinéenne mandatée par la CEDEAO et dirigée par le président Alpha Condé a été recusée du côté de Bissau par le candidat et ancien chef d'État, M. Koumba Yalla? Que se cache-t-il derrière ce refus de Koumba Yalla? Alors nous le saurons tout à l'heure avec nos invités panélistes. Quelle solution de sortie de crise faut-il adopter afin d'éviter une catastrophe humanitaire au Mali qui crève à petit feu sous le poids de l'embargo économique imposé à lui par la CEDEAO? Nous le saurons tout à l'heure, mesdames et messieurs, avec nos panélistes et invités qui seront en ligne, notamment de Lyon en France, de Goma en RDC et ici aux États-Unis, sans oublier le monde extérieur. Que vous soyez en provenance d'Afrique, d'Amérique ou tout simplement des États-Unis, sachez que nous sommes de cœur avec vous et que vous pratiquez en ce moment même Radio Guinée USA, votre première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Mesdames et messieurs, nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Pour participer donc au débat en direct, le standard est ouvert 209 647 16 00 et le code qui suit directement, mesdames et messieurs, c'est le 67 21 37, après avoir appuyé bien entendu la touche dièse. Vous écoutez Radio Guinée USA et l'émission que vous suivez en ce moment même s'appelle Washington Débat. Alors, mesdames et messieurs, un petit rappel, le 22 mars dernier, les militaires, alors en colère à Bamako, au Mali, ont donc pris le pouvoir en chassant le général Amadou Toumani Touré, alors pionnier de la démocratie malienne qui a 21 ans. Alors, suite à ce coup d'État, les condamnations ne se sont pas fait entendre de Bamako, plutôt de Conakry à Paris, en passant par Washington et les Nations Unies. Les condamnations ont été nombreuses et les militaires ont été donc poussés vers la porte de sortie. Au moment où nous vous parlons, les négociations menées par Djibril Bassolé, le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui représente la CEDEAO à Bamako, et d'autres émissaires bien entendu, sont parvenus à un accord donc de partage du pouvoir. Plutôt, la junte devra céder le pouvoir au président de l'Assemblée nationale qui est, selon la Constitution, qui devrait donc assumer les fonctions de chef de l'État en attendant l'organisation de nouvelles élections. M. Boukounta Traoré, qui est rentré fraîchement du Niger, sera donc, si les accords sont respectés et si les moyens financiers, comme le disait tout à l'heure notre consultant, l'accompagne, sera donc le nouveau président malien en attendant d'organiser des élections. Alors, nous serons donc, nous le serons tout à l'heure, mesdames et messieurs, le Mali, avec les tenants et les aboutissants. Mais pour commencer, nous allons directement nous rendre à Minnesota où nous pratiquons déjà depuis le début de cette émission notre consultant, M. Alain.
Monsieur Alain, la question à l'ordre du jour et la première, c'est donc quel sens critique donnez-vous à la visite de Mme Bensouda, la Gambienne Bensouda, qui assume actuellement la vice-présidence du procureur international, M. Louis Moreno Campo, qui va céder justement ce poste à Bensouda dans quelques mois. Alors, cette dame de fer était à Conakry pour une visite qui ne dit pas son nom, mais nous ne sommes pas dans les dieux des secrets. Alors, monsieur Alain, vous qui êtes un homme informé, juriste du Sérail, alors quelle information avez-vous concernant cette visite de Mme Bensouda à Conakry? Merci, monsieur Georges. Merci à tous nos auditeurs. Vous savez, Mme Bensouda a eu le dossier du 28 septembre avant qu'elle ne devienne même le procureur général de la CPI. Donc, elle voudrait se renseigner bien sur l'évolution du dossier à Conakry avant qu'elle ne prenne position, avant qu'elle ne prenne fonction en juin. Donc, elle voulait savoir l'évolution du dossier du 28 septembre à Conakry. C'est pourquoi elle est partie prendre contact avec la commission des victimes et aussi avec les autorités judiciaires de la République de Guinée. Oui. Alors, ce qui est bien dit. Alors, monsieur Alain, vous restez en ligne. Nous allons aussi essayer de connaître la vie de notre panéliste, monsieur Jules Fangamon. Je crois qu'il s'agit bien de vous. Vous êtes en ligne de Washington, D.C. et comme toujours, comment allez-vous pour commencer, monsieur Jules? Allô, monsieur Jules Fangamon, est-ce que vous m'entendez? Apparemment, M. Fangamou est un peu pris en ce moment. Alors, dès que vous avez votre casque, M. Fangamou, faites-nous signe pour que nous puissions aller avec vous dans ce grand débat d'aujourd'hui. Alors, M. Alain, la question que les gens se posent, c'est justement comment évolue le dossier du 28 septembre à Conakry, qui a fait assez de victimes, vous le savez, plus de 150 morts au stade du même nom. Alors, selon les victimes, le dossier évolue très lentement. Mais selon vous, vous qui êtes un observateur averti, je le disais tantôt, juriste et consultant de Radio Guinée USA, pourquoi ce dossier traîne-t-il jusqu'à nos jours, monsieur Alain? Et c'est parce que ce dossier est à double tranchant. Ce dossier a un aspect juridique, comme on le dit, et un aspect politique. Parce que vous n'êtes sans savoir que les dirigeants politiques d'alors, et comme certains même s'ils sont en fonction, qui sont encore dirigeants, ils sont impliqués dans ces dossiers. Il n'y a pas que seulement le CNDD. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut cerner de près pour le traitement de ces dossiers du 28 septembre. Donc, il faut que les gens soient très, très tactiques pour ne pas créer d'autres soulèvements sociaux dans le pays. Et vous savez quand même que la paix est très précaire en Guinée. Nous venons de sortir une élection quand même, vous connaissez comment ça s'est passé, bien que d'autres n'étaient pas contents de ce qui s'est passé parce que c'était la première expérience. Donc, ce dossier doit être traité avec beaucoup plus de vigilance. C'est pas parce que ce dossier traite, mais ce dossier a d'autres complications qu'il faut vraiment cerner de près. C'est ça surtout. C'est ce qui, parce que si vous vous rappeliez, le dossier, d'abord, sur le plan administratif, la marche a été rejetée par l'autorité d'alors, et aussi, il y a certains commissariats de police qui ont été saccagés, dont les armes ont été saisies par les manifestants. Est-ce que ces armes ont été utilisées à d'autres fins? Et parce qu'il y a eu des morts. Est-ce que les morts là, donc c'est ceux qui ont pris des armes aussi, qui ne connaissaient pas l'utilisation? C'est un dossier très compliqué. Il faut que les gens aient de la patience et que ce dossier, quand même, ça va aboutir à la satisfaction de tout le monde. Je suis sûr. Voilà, le dossier va aboutir à la satisfaction de tout le monde. Commentaire signé de notre consultant, M. Alain qui nous répond cet après-midi à partir de Minnesota, son état de résidence. Alors, M. Alain, ce que les défenseurs des droits de l'homme ne comprennent pas, c'est que beaucoup de personnes ont été citées dans cette affaire du 28 septembre. Et en tête de liste, le général, le lieutenant-colonel, je crois, Moussa Thieboro Camara, qui est actuellement le directeur de l'Agence nationale de lutte contre le grand banditisme et la drogue et tout ce qui suit. Mais il est toujours en fonction et il a été entendu, selon nos informations, par
le juge d'instruction de Conakry, mais il est en fonction. Pensez-vous que M. Thieboro Camara a droit de rester en fonction jusqu'à maintenant en attendant que les choses se clarifient? Oui, parce que vous savez, ce sont les enquêtes préliminaires. On cherche à rétablir la vérité et la culpabilité de tout un chacun. Et si le lieutenant-colonel a été entendu, cela ne veut pas dire que sa culpabilité est établie. Donc, le jour sa culpabilité, suivant comment on appelle les statuts de la fonction, le jour sa culpabilité sera établie et le président de la République prendra un acte pour le remercier et le mettre à la disposition de la justice. Il faut pas que les gens confondent. Donc, on attend que le dossier évolue, que la culpabilité des uns et des autres soit établie, et pour que ces personnes-là soient mises à la disposition de la justice. C'est ce qui est le cas du lieutenant-colonel Thieboro. Merci, monsieur Alain qui est notre consultant à Minnesota. Alors, on me signale du côté de la technique que notre panéliste Jules Fangamou a maintenant porté son casque. Si tel est le cas, monsieur Jules Fangamou, bienvenue sur les antennes de Radio Guinée et le débat que vous suivez, vous y êtes habitué, c'est Washington Débat qui rentre en sa 66e édition en ce samedi 7 avril à la veille pascale. Alors, monsieur Fangamou, le dossier qui prime dans cette émission, c'est la visite de Mme Fatou Bensouda à Conakry, vous le savez. Mme Bensouda va succéder à Louis Moreno Ocampo en juin en tant que procureur de la CPI pour donc poursuivre les criminels de ce monde. Alors, comment avez-vous apprécié cette visite, M. Jules Fangamou? Bonsoir, M. Georges. Vraiment, je suis vraiment content de cette nomination de la dame Gambier. Oui. Vraiment, je suis ravi de voir cette femme en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, M. Dadis, il a chose, comment on dit ça, au Burkina, à Ouagadougou, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement en Guinée. Et on sait qu'il y a eu des morts, il y a eu plusieurs morts en Guinée au stade du 28 septembre. Mais j'aimerais qu'on vérifie réellement si c'est la vérité, ce qui s'est passé au stade, parce que le président est jusqu'à présent là-bas, on ne connaît pas, et c'est notre parent, et je ne veux pas dire parce que c'est notre parent, mais en tant que président guinéen, il faut on va voir la réalité. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme ça s'est fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, M. Gbagbo, il est devant le tribunal international. Ouais. Donc jusqu'à présent, on est en doute, on ne connaît pas comment Dadis va aller, où n'est-ce pas. Donc j'aimerais quand même qu'on puisse vérifier s'il va aller, tout le monde prend disposition pour ça. Donc vraiment, je suis inquiet pour ça et je ne sais pas, on attend le résultat, comment ça va se passer. Voilà, on attend le résultat. Ce commentaire signé de M. Jules Fangamou, qui préside actuellement la commission d'organisation, qui donc est membre de la commission d'organisation d'un grand dîner gala qui aura lieu à Washington ici le 26 mai prochain. Voilà donc, M. Jules, merci de vos commentaires. La prochaine question, M. Jules, comment se fait-il que depuis donc, les massacres du 28 septembre, c'était en 2009, nous sommes déjà en 2012, 3 ans après, le présumé cerveau, l'homme qui a été cité par les grands médias, les hommes qui étaient sur le terrain, les victimes, y compris le chef de l'État actuel, le professeur Alpha Condé, au lendemain des massacres du 28 septembre, il a dit qu'il n'y a pas de doute, c'était Toumba Diakité qui a été envoyé sur le terrain pour massacrer. Toumba Diakité donc était l'aide de camp du président Moussa Dadis Camara. Alors jusqu'à présent, ce monsieur n'est pas arrêté et vous savez, il est aussi recherché pour avoir tiré sur le président Dadis le 3 décembre 2009. Alors tout cela, ça fait beaucoup de choses pour Kumba et Toumba Diakité qui courent toujours. Comment expliquez-vous, M. Jules Fangamou, l'incompétence de la justice nationale, des forces de sécurité nationales et régionales au niveau de la CEDEAO pour mettre le grappin sur ce monsieur qui est accusé à tort ou à raison de tous ces massacres? Ouais, M. Georges, vraiment merci d'avoir donné cette tasse. Vraiment, tu sais, en Guinée, la situation guinéenne, c'est tellement compliqué en Guinée. Comment je ne peux pas trop rentrer sur ce détail, cet mouvement
qui étaient en Guinée, ils ont allé au stade 27 ans. Et je vais vous dire quelque chose. Vous vous rappelez, si en Guinée, il y avait eu des mouvements, des manifestations en Guinée. Oui. Si le ministre de l'éducation, comment on dit ça, le président qui vient de sortir, j'ai oublié son nom, le président guinéen, avec Zamari a été son premier ministre, tellement qu'il le général Konaté, tellement que je suis passé contrôler, excusez-moi, c'est certain, j'ai oublié son nom. Donc, Konaté, avant qu'il lui sortait son en Guinée, il y avait eu des mouvements, il y a des mouvements en Guinée. Ici. Donc, après, lorsqu'on fait les massacres au stade de 26 septembre, il n'était pas en Guinée. Il n'était pas en Guinée, oui. Il n'était pas en Guinée, je me rappelle, je suis tout sûr. Mais on ne peut pas trop... Exactement, on ne peut pas trop parler de ça sur notre radio. Je peux dire que c'était un coup préparé pour qu'on puisse enlever le petit président jeune, engagé, qui veut aider le peuple guinéen. Mais en tant que manque d'expérience, et donc ça a joué sur lui. Et leur coup, ça a reçu. Et je ne parle pas, je parle en tant que guinéen. Oui. Donc aujourd'hui, on les a salués et aujourd'hui on ne connaît pas qui est victime de la théorie. Parce que c'est Dadis qui était le père le père de la nation. Donc tout ce que tu fais, ils vont t'accuser. Même si c'est ton fils qui tue quelqu'un, ils vont dire que ouais. On n'est pas aux États-Unis où la loi est respectée. On est en Afrique où la loi est vraiment torturée. Oui. Donc, par exemple, si on était aux États-Unis, si ton fils tue, c'est lui qui va en prison. C'est pas toi qui vas en prison. Donc, en Afrique, si ton fils tue, on prend toute la famille, on met en prison. Donc, c'est pour cela qu'on acquis Dadis. Donc, je ne peux pas dire si c'est lui qui avait donné l'ordre. Et vraiment, j'apprécie les cours, comment la dame qu'on vient de nommer, de partir en Guinée pour vérifier ce qui s'est passé. Et vraiment, j'aimerais que la raison revienne et que Dieu nous aide. Et ce qui s'est passé, si c'est qui a été victime, si c'est le père de la nation qui a été victime, avec ses subordonnés, en disant Konaté, on va voir la vérité maintenant, qui a été victime. Donc, merci. M. Georges, c'était ça. À vous dire. Beaucoup à M. Jules Fangamo, mesdames et messieurs, panélistes de Radio Guinée USA tous les samedis sur nos antennes. Alors, direction Minnesota où nous allons retrouver notre consultant, M. Alain. Le second thème à l'ordre du jour, c'est pourquoi la médiation guinéenne mandatée par la CEDEAO et dirigée par le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a été récusée du côté de Bissau par le candidat et ancien président Koumba Yala. Que se cache-t-il derrière ce refus? Merci, M. Georges. Et je sais que M. Koumba Yala a bien donné ses raisons. Il dit que le président guinéen a des liens avec le Premier ministre et donc ce qui pourrait jouer un peu à l'avantage de ce dernier. Sinon, c'est pas parce que c'est par l'incompétence, mais il tient compte des liens qui lient le président au challenger de M. Koumba Yala. C'est tout simplement ça. Et c'est pour vous dire aussi quand même que la diplomatie guinéenne est en train de marcher parce que ça fait très longtemps après Sékou Touré, c'est la première fois qu'on confie une telle mission à la Guinée. Ça doit être une fierté pour nous les Guinéens. Et je sais que du côté de Guinée-Bissau, les gens en sont très contents. Vous savez que la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, le Libéria étaient sous la protection guinéenne depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à nos jours. Donc, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Et je sais que les Bissau guinéens ne peuvent pas dire le contraire quand c'est un Guinéen qui est choisi pour faire la médiation et de leur contentieux. Donc, Koumba Yala n'est pas parti loin, il n'a pas posé d'autres facteurs, sinon que l'amitié entre le président, l'actuel président Alpha Condé et le premier ministre. C'est tout. Carlos Gomez Junior. Oui, c'est simplement ça. Oui, justement, donc, alors selon nos informations, il semblerait que M. Koumba Yala n'a pas apprécié, disons, le choix du président. C'est pas parce que le président est incompétent, mais c'est du fait que justement que le président soit très proche de Koumba Yala, c'est les rouges comme on les qualifie. Ils auraient donc lutté pour la révolution en Afrique. Et comme vous le savez, le président guinéen et le président angolais, Eduardo José Santos, sont très proches.
Alors, ils ont mené la lutte ensemble, le PAIGC, donc l'ex-premier ministre Carlos Gomez Jr., candidat du PAIGC, c'est le parti qui a donc libéré le pays, vous le savez mieux que moi, M. Alain, au temps de Vieira Nino. Vieira Nino était considéré aussi, à tort ou à raison, comme le fils spirituel du général Lansana Conté. Il ne partait jamais à un sommet de la CEDEAO ou à un sommet de l'OUA, la défunte OUA, sans passer par Conakry. Donc, entre les marxistes, léninistes et les libéraux, j'appelle ici les libéraux parce que Kumbayala, grand philosophe, vous le savez, est en quelque sorte un libéral. Donc lui, il se dit Carlos Gomez Jr., Alpha Condé, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc. Oui, ce n'est même pas avec Carlos Junior que le professeur Alpha Condé est lié. Alpha Condé est lié à son père et aux amis qui étaient comme Amical Cabral et tant d'autres que vous avez connus de PAIGC. Donc, c'est là, vous savez, Alpha Condé doit être apprécié surtout en Afrique par son courage politique, par son courage qui voulait vraiment et l'instauration de la démocratie en Afrique. Donc, c'est un exemple. C'est pourquoi il a été choisi. Et c'est Kumbayala n'est pas parti loin parce que son conseiller lui-même a fait une déclaration en ce qui concerne le professeur. Ce n'est qu'un sentiment que celui-ci a émis. Il ne faut pas qu'on essaie de dramatiser. Il n'a pas récusé avec vigueur. Il a dit son sentiment. Et puisque nous voulons de la démocratie, c'est pourquoi celui-ci a été maintenu. Et le conseiller de Kumbayala l'a bien dit. Si c'est vraiment avec l'équité, avec la justice, il est pour. Il est pour que le professeur vienne en Guinée-Bissau pour la médiation. Voilà, donc il ne faut pas essayer d'extrapoler les choses. Il n'a pas dit dans un mauvais sens. Donc, nous voulons la démocratie et ceux qui sont vraiment le père et ou les pères de la démocratie en Afrique, nous allons les utiliser pour exploiter leur expérience un peu. Voilà, monsieur Alain, dans votre exposé tout à l'heure, vous avez dit que le président Alpha Condé, la Guinée a été honorée, nous nous en réjouissons, c'est vrai, et on se rappelle que le premier président guinéen, Feu Ahmed Sékou Touré, était un grand médiateur tant en Afrique qu'à l'extérieur. Nous nous rappelons de sa médiation dans la guerre Iran-Irak qui a mis fin à cette guerre après 8 ans de combat entre l'Irak et l'Iran, et notamment en Afrique, vous savez, au Libéria, partout, sur le continent. Il avait prôné la paix, il était le grand panafricain, et avec les Kwame Nkrumah, les Senghor et les Modibo Keïta du Mali. Alors aujourd'hui, la Guinée revient sur l'arène internationale, vous le disiez tantôt. Alors pensez-vous que le président guinéen, qui est professeur de son État, a tout l'armada possible pour mener cette négociation au bon port, comme on le dit, M. Alain? Je suis très rassuré, j'en suis sûr, parce que non seulement le professeur, c'est un homme très expérimenté, il s'est aussi entouré des hommes très expérimentés, pétris d'expérience. Donc, le dossier Bissau-Guinéen est un dossier très peu. Nous, on se battait d'ailleurs à avoir le dossier malien. Donc, très malheureusement, et c'est M. Blaise qui l'a eu. Ce dossier, vous allez voir l'issue sera très facile avec la Guinée parce que ils ont le même langage. Ce sont des gens qui se connaissent, ce sont des gens qui se sont côtoyés. Donc, ça ne peut pas tellement poser de problèmes avec l'expérience que le président guinéen a et avec son entourage. Voilà, merci à M. Alain. Alain, je vous rappelle, mesdames et messieurs, est donc conseiller à la rédaction de Radio Guinée USA. Il nous répond à partir de Minnesota, là-bas dans le nord-est des États-Unis. Alors, nous revenons à Washington, où nous allons essayer d'avoir l'avis d'une autre panéliste. Madame Keïta Daniel est en ligne, je crois, de Potomac. Alors, si tel est le cas, si vous avez votre casque, Madame Keïta, bienvenue sur nos antennes. Et comment allez-vous pour commencer? Ça va, merci. Très bien, mesdames et messieurs, je vous rappelle que Madame Keïta est aussi membre, elle est la présidente, vice-présidente du comité d'organisation de ce méga dîner gala qui aura lieu à Washington le 26 mai prochain. Voilà, Madame Keïta, merci de nous honorer, merci de votre fidélité à Radio Guinée USA. Le thème, c'est pourquoi la médiation guinéenne mandatée par la CEDEAO et dirigée par le président Alpha Condé a été récusée du côté de Bissau par le candidat et ancien président, M. Kumbayala. Qu'avez-vous à dire, Madame Keïta?
Alors, Madame Keita, est-ce que vous m'entendez? Apparemment, on a des problèmes d'écoute avec Madame Keita. Alors donc, Madame Keita, restez en ligne. On vous reprendra d'un moment à l'autre. Alors, Monsieur Jules Fangamou, vous avez suivi Monsieur Alain. Quel commentaire avez-vous? Kumbayala, vous le connaissez. Il a été président en Guinée-Bissau entre 2001 jusqu'en 2003, je crois, 2005. Aujourd'hui, il revient en tant que candidat pour encore briguer la magistrature suprême dans son pays. Alors, il est philosophe de formation et grand orateur. Il a été en Guinée où il a fait des discours fleuves à Kindia. Alors, un observateur de la vie. Whole Food Market. Voilà, M. Gilles Fangamou, je sais que vous portez votre casque. Alors, la Guinée-Bissau, ça vous dit quoi, M. Fangamou? Alors, revenez, monsieur. Voilà, M. Gilles Fangamou, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Voilà, je disais que la Guinée a été honorée par la CEDEAO, qui a été donc choisie pour mener la négociation entre les candidats au second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Les candidats sont donc M. Kumbayala, ancien président et homme politique important de ce pays, frère, et M. Carlos Gomez Jr., qui est aussi Premier ministre sortant, et il est donc, il présente le Parti libérateur, le PAIGC, qui est un parti très connu en Afrique et qui a donc combattu pour la libération de ce pays frère et ami à la Guinée. Alors, la médiation guinéenne à Bissau, ça vous dit quoi pour commencer, M. Jules Fangamou? Oh, M. Georges, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je vous attendais que vous avez... Parce que j'attendais M. Alain parler, apprécier ce qui s'est passé. Et j'apprécie parce que c'est moi, c'est la Guinée, c'est moi. Et je vais. Mais en tant qu'un président qui n'a pas d'abord fini, lui-même il a des problèmes pour organiser les élections législatives. Il n'a même pas une assemblée nationale. Pourquoi? C'est pour cela qu'on dit l'Afrique réellement, il faut jouer le rôle il faut jouer le rôle d'un Africain. Comme c'est le rôle d'un Africain qu'ils ont joué là-bas, c'est pas d'expérience et c'est pas comment un président qui n'a pas fini d'abord, qui a toujours des problèmes d'abord dans son propre pays, on peut le faire comme un médiateur. C'est la même chose qui s'est passé comme Blaise, un homme sanguin, on le met comme un médiateur. Donc ce sont les gens qui sont manipulés par les Blancs. En tant qu'un jeune réellement qui réfléchit, ce moi n'est pas bon. Comment je peux penser, l'homme qui n'a pas fini d'abord, organiser l'élection législative, il a des problèmes avec les opposants jusqu'à présent. Donc je ne vois rien d'important. Donc, et encore, l'opposant avait refusé. Quant à moi, un opposant, l'opposant Burkina, comme en Guinée-Bissauien, elle a refusé. Elle a refusé. Ça, c'est de saboter les Bissauens. Comment? Et lui aussi, il est un peu lié à son ami, le président qui est un ami Alpha. Oui. Le président qui est là-bas. Je me rappelle, il parle d'un chouchou, c'est un ami Alpha. Donc si on l'envoie, il va favoriser qui? Il va favoriser son ami là. Et encore, ce sont les vieux présidents. Donc moi, je n'apprécie pas ça. Et je n'encourage pas un président qui a des problèmes. En Afrique, il faut qu'on marque par la loi. La démocratie n'est pas respectée en Guinée et en Afrique. Donc moi, je n'apprécie pas réellement les médiateurs. Et puis, ils prennent toujours les médiateurs qui sont mal vus partout. Donc, monsieur, je suis un jeune Guinéen, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité qui est réelle. Il faut instaurer la démocratie dans notre continent. Oui, je vais rectifier un peu ce que vous dites. Alpha Condé n'est pas ami au président, l'actuel Premier ministre Carlos Gomez Jr. Il est plutôt, on le qualifie d'être très proche au père fondateur du PAIGC, le parti qui a libéré le pays. Et je vous le disais, Kumbayala, donc, qui a une très large avancée lors du premier tour, sera opposé le 22 avril prochain à Kumbayala, à Carlos Gomez Jr., le candidat libéral qui a donc Kumbayala, qui a exercé effectivement les fonctions de chef d'État en Guinée-Bissau entre 2000 et 2003, année où il a été renversé par l'armée. Il peine depuis longtemps à revenir au premier plan, donc au pouvoir. Espérons que les choses se passeront mieux dans ce pays frère et ami à la Guinée, un pays frontalier à la Guinée. Alors, Carlos Gomez Jr. est arrivé à la tête du premier tour
Hein, c'était donc le 18 mars dernier avec 48,97% de voix et Koumbayala, chef du principal parti de l'opposition, le parti de la rénovation sociale, le PRS, en deuxième position avec 23,36%. Voici donc le taux de participation s'élevait selon donc l'AFP à 55% de voix, selon donc la Commission nationale électorale rapportée ici par nos confrères de l'AFP. Voilà donc notre débat se poursuit, mesdames et messieurs, en information culturelle. Sachez qu'il y a un méga concert qui se prépare ici à Washington, ce méga concert plutôt d'Inégala qui va regrouper des diplomates, des professeurs des universités et des hommes de culture et les Guinéens, plutôt les Guinéens et les Africains. Alors ce sera le 26 mai prochain, week-end du mémorial, ici à Washington. Au passage, nous voudrions dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Columbia, en Caroline du Sud, Columbia où nous étions le week-end dernier, pour un reportage. Vous avez vu les comptes rendus sur le site. Bonjour à M. Kenneth Kelly, qui est donc professeur, directeur du département d'anthropologie dans cette même université. Bonjour à Mme Valenda Lerefeld. Mme Valenda Lerefeld est professeure aussi associée à African American Stories. Donc, elle poursuit, donne des cours dans le domaine des cours donc, de l'histoire, voilà, l'histoire afro-américaine. Voilà, donc, sans oublier la troupe qui nous a égayés lors de notre séjour. Et en tête de liste, M. Michael, qui est, selon ses recherches et DNA, qui serait aussi un Américain d'origine guinéenne. Voilà, donc, nous remontons la course de l'histoire pour retrouver notre thème du jour. Alors, Koumbayala et Carlos Gomez Jr., les élections sont programmées le 22 avril prochain, dans quelques jours, mesdames et messieurs. Alors, en information, je le disais tantôt, sachez aussi que l'Afrique a perdu aujourd'hui un de ses chefs d'État, M. Wamuluma Moutari, président du Malawi, donc a rendu l'âme il y a 48 heures maintenant, et M. Moutarika a été remplacé par donc Bingu Wa Moutarika. Ah, vous savez les noms sud-africains. Alors Bingu Wa Moutarika est décédé des suites d'une crise cardiaque. Et selon la Constitution, c'est la vice-présidente qui a pris qui a prêté serment ce matin à Lilongwe, dans la capitale malawite. Joyce Banda est donc actuellement la nouvelle chef d'État du Malawi. Il est 15h37 à Washington, 19h37 à Conakry. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc continuer notre émission. Alors, ici à Washington, Georges Léonard Sagno. Alors, monsieur Gilles Fangamou, avant qu'on ne prenne quelques auditeurs, nous allons essayer de vous demander, pensez-vous que Koumbayala et Carlos Gomez Jr. pour le second tour, c'est un bon ticket? Ouais, monsieur Georges, vraiment, donc, je ne peux pas vous dire réellement la vérité. Oui, je ne sais pas vous dire ici, non, je ne peux pas. Parce que c'est, ouais, vous allez m'excuser pour ça. Oui. Non, c'est vrai, c'est la prudence, c'est la mère de sûreté. On ne sait pas qui pourra remporter ces élections. Espérons que le meilleur gagne ce jour-là. Alors, exactement. Voilà, nous allons essayer de prendre une pause avant de revenir pour continuer ce débat. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Nos amis de Timok. Imaginez un monde sans barrières, imaginez un monde sans obstacles, imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmocguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire T-Mark, c'est mon affaire.
suis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci Tmark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec Tmark. Maintenant, Tmark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. Moi, je vis entre les avions, mais je peux contrôler directement l'évolution de mes chantiers en Guinée avec Tmark. J'achète tout ce qui rentre dans ma maison sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, ciment, bloc, granit, sable, gravier, fer, bois et tout. Ça me facilite la vie, mais vous n'avez pas idée. Vous pouvez aussi faciliter votre vie. Visitez tmarkguinée.com. Tmark, ça s'écrit donc www.tmarkguinee.com. www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de facilité. Tmark. Tmark, le marché au bout de vos doigts. Voilà, mesdames et messieurs, vous suiviez donc une petite promo pour nos amis de Tmark. Tmark, comme vous l'avez dit, c'est un marché où vous achetez les matériaux de construction et tout ce qui la victuaille également. Alors, un petit clin d'œil à nos amis aussi de Computer Repair and Sales, Techno Repair and Computer Sales. Monsieur Suleiman Diop, il est à l'angle de New Hampshire et Georgia Avenue à Washington, D.C. Monsieur Diop Suleiman attend vos coups de fil au 202 492 93 48 ou écrivez à sdiop@technorepair.com. Alors un petit clin d'œil aussi à nos amis de la compagnie de transport maritime basée à Baltimore, R&B Shipping Company LLC. Monsieur René Dionomou et Monsieur Alpha Barry attendent ils attendent donc vos coups de fil au 410 336 4300 ou au 410 258 32 60. Alors, ces messieurs vous envoient des colis en provenance ou à destination de Conakry. Voilà donc, c'est une compagnie de transport maritime. Et un petit clin d'œil également au cabinet d'avocats CISC Immigration, cabinet CISC Immigration Alternative est un cabinet d'avocats ouvert à Montréal, au Canada, sur la 2335 rue Centre, bureau 303, 103, bureau donc 103, Montréal, Québec, voilà au Canada. Alors pour tout contact, contactez donc au téléphone Maître Alain Condé au 514 508 64 ou au 74 22 ou au 514 508 74 24. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer notre émission. Alors, vous le disions tantôt, le grand thème à l'ordre du jour, c'est bien le Mali où la CEDEAO continue sa médiation et au moment où nous vous parlons, les sanctions de la CEDEAO ont été levées sur ce pays frère et ami à la Guinée, histoire de permettre les négociations d'aboutir et le capitaine Amadou Sanogo, président de la junte au pouvoir, qui a pris le pouvoir donc le 22, qui s'est emparé du pouvoir le 22 mars dernier, après avoir renversé le général Amadou Toumani Touré, père fondateur de la démocratie malienne.
Ce dernier est aujourd'hui en cachette, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vit, mais il a donné signe de vie en parlant sur les grands médias pour dire qu'il vit bien et qu'il n'est pas menacé. Alors, oui, nous attendons donc d'un moment à l'autre nos confrères qui seront en ligne de Bukavu là-bas au Congo pour intervenir. Monsieur Koudra Maliro, du côté de Béni, Béni c'est en RDC. Koudra Maliro devrait intervenir dans cette émission, mesdames et messieurs, pour donner son avis sur ce thème panafricain qui est le Mali. Également, madame Chantal Faïda du côté de Goma et Monsieur, donc, Madame Benita Kanyingi, du côté également de Bukavu, là-bas en RDC. Tous ces gens nous donneront leurs avis. Alors, nous allons essayer de prendre la route de Raleigh où nous pratiquons en ce moment même Monsieur Diona est analyste et panéliste Radio Guinée USA. Monsieur Diona, alors le thème c'est quelle solution de sortie de crise faut-il adopter afin que le Mali ne sombre pas, comme vous le savez. Les militaires ont pris le pouvoir par un coup d'État le 22 mars dernier en renversant le président démocratiquement élu, M. Amadou Toumani Touré. Alors où nous vous parlons, la CEDEAO a levé les sanctions et des accords ont été signés entre la junte et la CEDEAO par le truchement de Djibril Bassolé, le Burkinabé Djibril Bassolé qui assume les fonctions de ministre d'État burkinabé des affaires étrangères qui mène donc les négociations au compte de la CEDEAO. Alors, selon ces accords, les militaires devraient quitter le pouvoir dans un bref délai, laissant la place à Boukounta Traoré, qui est le président de l'Assemblée nationale, pour mener le pays vers une transition qui devait aboutir à des élections démocratiques et multipartites. Alors, quel avis avez-vous, M. Diona, face à la situation qui provoque à Bamako et au Mali? Je vous remercie, Georges. Je remercie tous les panélistes. Je crois que les choses évoluent. Ça, c'est très bon. Il y a encore beaucoup à faire. Je crois qu'ils ont compris la leçon. Et surtout, bon, ce que je déplore un peu, c'est de ne pas le laisser, comment dirais-je, ATT finir son mandat. Parce qu'il faut frapper là-dessus dur pour dire que non, quand un président est démocratiquement élu, il doit, comment dirais-je, assumer, il doit terminer son mandat comme il se doit, avant quoi que ce soit. Oui. Bon, le fait, comment dirais-je, de laisser le président de l'Assemblée, bon, non. Normalement, c'est on dit en cas de décès, je ne connais pas la constitution malienne, bon, mais par rapport aux autres constitutions, en cas de décès ou choses, bon, le président de l'Assemblée nationale est obligé, comment dirais-je, d'assurer l'intérim jusqu'à, comment dirais-je, les élections, jusqu'à l'organisation des élections. Oui. Bon, dans certains pays, c'est 90 jours. Oui. Mais il faut frapper dur là-dessus. Il a été renversé d'une manière arbitraire. Donc, il n'y a pas ça. Il doit, même si il lui restait une semaine, il doit être reconduit, faire une semaine de, comment dirais-je, de choses, terminer une semaine. Cela, c'est vrai, comment dirais-je, de choses, d'exemples pour d'autres qui voudront, qui seront, d'autres assoiffés aussi du pouvoir. Être assoiffés du pouvoir, ils ont dit qu'ils ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à résoudre le problème militaire. La CEDEAO a, comment dirais-je, a constitué, comment dirais-je, une force. Bon, ils étaient tout élément, comment dirais-je, réunis le 5 avril à Abidjan pour une réunion des chefs d'état-major, pour pouvoir mettre en place une armée. Bon, cette armée qui va compter près de 3000 personnes, 3000, je crois, 3000 hommes, oui. Oui, bon, cela, bon, permettrait de faire face, disons, à n'importe quelle invasion. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Oui. Donc, pour réellement faire les choses, je crois qu'il doit terminer réellement son mandat. Même si c'est une semaine, il doit le terminer. Normalement, avant quoi que ce soit. Bon, il donc, disait, vous ne semblez pas, M. Diona, à vous entendre parler, vous me semblez rejeter l'accord intervenu à Bamako entre la junte et la CEDEAO. Donc, vous mettez en cause les accords négociés et obtenus par la CEDEAO, n'est-ce pas, l'institution sous-régionale?
pas en partie, bon, mais ce qui est là, oui, mais ce qui est là, parce que il faut savoir, parce qu'il faut donner l'exemple, il faut donner le bon exemple. Oui. Parce qu'il y a eu ce d'embargo, bon, ils ont vu vraiment que ils étaient en puissance, ils n'étaient pas en puissance, bon, ça se comprend. Oui. Mais ce qui est là, il doit terminer son mandat comme il se doit. Ça, c'est normal. Il doit terminer ça. Oui. Bon, maintenant, concernant, comment dire, les forces, il doit maintenant faire recours, aller de force, frapper, comment dirais-je, ceux qui, la rébellion. Oui. C'est ce qu'il faut voir. Bon, dire que non, le président de l'Assemblée doit, comment dirais-je, doit assurer l'intérim, tout ça. Là, on fait plaisir à un camp en ce moment. C'est pas normal. Oui. On fait plaisir à un camp. Parce que les militaires ne veulent pas de rupture. Oui. Pourquoi? Non, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas les moyens de pouvoir le combattre. Les moyens sont réunis maintenant. Qu'il gère, comment dirais-je, qu'il gère le moment qu'il a à faire, organiser les saisons comme il se doit. Il n'est pas dit qu'il va se présenter et c'est terminé. Ok. Oui, justement, quand vous parlez de crise, je voudrais aussi vous rappeler que hier, nous avons entendu sur les antennes des radios et télévisions du monde la proclamation de l'indépendance, de l'état de l'indépendance pour l'Azawad, l'état de l'Azawad, qui, je vous le dis, est un peu la capitale du Grand Nord et avait pour capitale Gao, donc, qui était avant un bastion du gouvernement, mais après donc la chute du général ATT, Gao aussi est tombé, les pieds en l'air, dans les mains des rébellions. Donc cette rébellion aujourd'hui, hier a proclamé la République de l'État d'Azawad, qui est en quelque sorte le Grand Nord. Donc et cette république a pour capitale Gao, et les grandes villes sont Tombouctou, Menaka et autres. Alors, aussitôt annoncé, aussitôt rejeté par les institutions africaines, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, même le Quai d'Orsay, à travers un communiqué, a condamné cette autoproclamation de l'État. Alors, est-ce que cela va sans dire que l'État de l'Azawad va donc vivre pendant longtemps? Nous le saurons tout à l'heure. Nous allons essayer de prendre l'avis d'un panéliste de renom, Monsieur Gatagbemou. Vous venez de nous rejoindre dans ce grand débat. Vous êtes donc en train de suivre Radio Guinée USA. L'émission, c'est Washington Débat, qui rentre en sa 66e édition. Alors, le thème qui nous regroupe cet après-midi, c'est donc le Mali. Quelle solution de sortie de crise pour le Mali, car le Mali, vous le saviez, fait face à une rébellion dans le nord qui a déjà coupé le pays en deux. La République de l'État du Nord a été donc proclamée hier Azawad. Azawad, c'est donc la République qui a été autoproclamée hier par les rebelles et aussitôt annoncée, je le disais tantôt, aussitôt rejetée par les institutions telles que la CEDEAO, l'Union africaine et Washington et Paris. Donc, le Mali, aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, des accords ont été signés hier à Bamako entre la CEDEAO, représentée aux négociations avec la junte par le ministre d'État burkinabé, M. Jibril Bassolé, pour donc faire venir M. Boukounta Traoré, président de l'Assemblée nationale malienne, pour donc mener à bon port la transition qui sera d'une durée très courte avant l'organisation des élections. Au moment où nous vous parlons également, les sanctions de la CEDEAO ont été levées, les sanctions économiques qui frappaient le pays il y a maintenant une semaine. Alors, M. Gatagbemou, les choses évoluent très vite du côté de Bamako. Ben, pensez-vous que ces accords seront concluants, pourront aboutir à des actes très concrets? Est-ce que vous pensez que effectivement la junte va quitter le pouvoir? Allô? Oui, on vous suit là, M. Gatagbemou. Merci, Georges. Je pense bien que c'est un processus qui sera long quand même, mais s'habitueront quand même. Le problème qui est là, le coup est malvenu et durant le coup, les rebelles ont profité de prendre certains États qu'ils ont proclamés hier, c'était hier l'indépendance. Oui. Bon, le vrai problème est là d'abord, il faut d'abord reconduire ATT, ça c'est un problème clé, et oui. Parce que j'étais contre de la décision de la CEDEAO, il faut tout à fait reconduire ATT, il était là-bas, il doit finir un mois de mandat qui reste, oui. et de cela,
la CEDEAO doit amener des troupes pour aider l'armée malienne pour convaincre ces rebelles. Comme le capitaine l'avait dit, qu'il n'a pas besoin d'armée, il a besoin seulement que des logistiques. Et cela n'est pas à notre avantage, à l'avantage africain ni à l'avantage de l'Union européenne ou des institutions internationales. Pourquoi? Parce que cela donnerait l'exemple aux Touaregs qui résident en Algérie, en Niger, de faire les mêmes choses. Donc, l'indépendance des Touaregs à ce moment, elle n'est pas la bienvenue et je sais qu'elle sera rejetée et ils sauront quoi faire. Bon, je sais que la CEDEAO pourra faire mieux. Voilà, oui, M. Bémou, vous avez eu la même réaction que le président nigérian, M. Mahamadou Issoufou, qui a dit hier que le Mali est indivisible et qu'il n'était pas question qu'une république s'autoproclame dans le nord du Mali. Alors, vous l'avez dit, vous êtes d'ailleurs allé plus loin en disant que cela pourrait donner un mauvais exemple dans la sous-région et que le Niger et l'Algérie, où il y a des Touaregs, pourraient tenter ou être tentés d'imiter ce qui se passe dans le Nord Mali. Alors, est-ce que tel est l'avis de notre panéliste qui vient de nous rejoindre aussi dans ce grand débat? M. Gatabemou, restez en ligne. Alors, messieurs ou madame, dont le numéro se termine par le 2238, vous écoutez en ce moment même Radio Guinée USA et l'émission que vous suivez s'appelle Washington Débat. Mon nom c'est Georges Léonard Sagno. Alors, comment allez-vous pour commencer, messieurs ou madame? Le 2238, 202, 233, 332, 2238, allô? Apparemment, monsieur ou madame voudrait rester à l'écoute ou n'emporte pas son casque. Alors, monsieur ou madame, dès que vous serez à mesure d'intervenir, faites-nous signe. Alors, monsieur Gatabemou, vous l'avez dit, cela donnerait un mauvais exemple à la région et à l'Afrique. Alors, au moment où nous parlons, effectivement, il y a eu beaucoup de condamnations, notamment de la CEDEAO, et la CEDEAO qui vient donc de lever la sanction qui frappait le Mali, les sanctions économiques, vous le savez. Alors, quel commentaire avez-vous justement de ces accords-là? Pensez-vous que ces accords, je vous le disais tantôt, pourraient tenir la route? Vous avez tenu à ce que ATT revienne au pouvoir, mais comment ATT peut revenir au pouvoir quand on ne sait pas où est-ce qu'il se cache, M. Gatabemou? Oui, c'est exactement ça. Les accords se poursuivent. Et c'est la CEDEAO maintenant qui est en charge de résoudre le conflit malien. Et je sais qu'en ce moment, la CEDEAO ne sera pas incapable de convaincre les jeunes gens qui viennent de prendre le pouvoir à remettre le pouvoir à ATT. Parce que s'ils ne font pas ça, les autres États peuvent prendre exemple pour faire des coups. Et qui sait si c'est les autres qui vont prendre, même avant le mandat du président. Parce que de deux, la sanction économique que la CEDEAO vient d'enlever, elle est vraiment importante et je remercie vraiment les gens militaires qui ont accepté de donner le pouvoir. Tu vois, non? Et l'importance que nous tous, les Africains, doivent comprendre ici, il ne faut pas aussi rejeter les demandes des Touaregs. C'est quelque chose, c'est comme ça qu'on appelle renégociation. Tu vois, non? Les Touaregs, on peut accepter tout sauf leur indépendance. Et pour convaincre les Touaregs ici, il faut quand même des avancements économiques, politiques et socioculturels au niveau de leur État. Où ils habitent, il faut les intégrer dans l'État malien, comme certains l'ont dit hier. Et il faut aussi les permettre, il faut les intégrer dans la culture malienne. Il ne faut pas seulement que les Maliens de Bamako, d'autres là, se regroupent ensemble et dire que non, il y a une division, Touareg reste Touareg, l'autre reste Touareg. Il faut qu'on enlève cette distinction et je pense que tout ira bien. Très bien. Vous demandez donc à ce que les Touaregs du Nord soient une partie intégrante du peuple ou de la République malienne, ce qui est bien dit. Et je voudrais aussi vous rappeler que ce problème, ce conflit Touareg, effectivement, avait été réglé au temps de l'ancien président Alpha Oumar Konaré, qui avait dit effectivement que le problème du Nord Mali ne devait pas se régler par des armes, mais plutôt par des négociations. Et à cette occasion-là, en 1994, il y avait eu donc le regroupement des armes à Tombouctou, et c'est à Tombouctou où il y a eu la flamme de la paix. Cette flamme de la paix était présidée par le président Konaré lui-même, et qui avait invité ses pairs de la sous-région, dont le général Lansana Conté, Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire et tant d'autres, Abdoulaye Wade du Sénégal. Cette flamme avait été donc avait mis fin à cette rébellion vieille de plus de 30 ans dans le nord du Mali, mais au
très agréablement, très désagréablement surpris. La population malienne et le peuple d'Afrique ont été surpris par cette recrudescence de la rébellion dans le nord Mali. Alors, au moment où nous vous parlons, l'Azawad a été proclamée comme la République dans le nord Mali, mais vous venez de rejeter cette proclamation d'indépendance. Je vais essayer de voir du côté de Raleigh si notre ami et panéliste Jonah est toujours en ligne. On me signale du côté de la technique qu'il est toujours là. Monsieur Jonah, vous avez compris, vous avez la même idée que notre panéliste de Washington, Monsieur Gatagbemou. Alors Gata est parti très loin en disant qu'il a poussé son analyse très, très loin et une analyse du reste bien approfondie, bien équilibrée. Il demande à ce que ATT revienne au pouvoir, vous l'avez dit, c'est votre opinion à vous aussi. Il demande aussi que cela ne serve pas d'exemple qu'on mette fin à cette rébellion dans le nord Mali. Il n'y a pas de république au Mali, il n'y a qu'une seule république et que tous les Touaregs devraient être intégrés, l'administration devrait être déployée sur le terrain à Gao, à Menaka et à Tombouctou. Voilà donc ce qui est bien dit de la part de M. Gata qui dit que si on ne met pas fin à cette division géographique, le Mali servirait de mauvais exemples dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique où les Touaregs d'Algérie pourraient aussi demander que des villes d'Oran ou d'Alger soient sous leur contrôle. Alors, M. Diona, le problème n'est pas là. Aujourd'hui, je vous disais que les accords ont été signés. Comment faire en sorte que ATT revienne au pouvoir, s'il était question qu'il revienne au pouvoir? Vous avez refusé la proposition de la junte qui voudrait que M. Djibril Bassolé, plutôt Boukounta Traoré, président de l'Assemblée nationale du Mali, assume l'intérim en attendant les élections. Alors vous avez rejeté toute cette offre de la CEDEAO, donc vous rejetez pas en bloc mais en partie les accords de la CEDEAO, c'est votre droit le plus légitime. Mais un autre problème, comment faire revenir ATT au pouvoir quand on sait que ATT est décrié? Il ne lui restait que quelques semaines pour achever son mandat, son deuxième mandat, M. Diona. Mais d'abord, je vous remercie. D'abord, la première, comment dirais-je, réaction de la CEDEAO, c'était quoi? La sécurité de ATT. Oui. Avoir ATT à leur possession, c'est-à-dire sa sécurité. Il ne doit plus être, comment dirais-je, dans la cachette, non. Ça, c'est la première des choses. Oui. Avant toute négociation. Maintenant, l'embargo a été posé. Ils ont posé des conditions. Comment dirais-je, la junte a cédé. Ah, mais si la junte a cédé pour cela, donc c'est parce qu'ils ne font pas la volonté du peuple malien. Parce que l'embargo allait frapper beaucoup le Mali. Le Mali, c'est un pays pauvre déjà. Oui. S'il faut encore mettre l'embargo sur ce pays-là, vous voyez ce que ça va faire? Oui, un pays continental, il n'y a pas de mer, rien. Oui, la population. La mer, je veux dire. Oui. Ils ont déjà fermé les frontières. Les frontières étaient fermées, c'est pas si c'est ouvert maintenant. Ils n'ont pas le droit de se réfugier à la chose. Ça, c'est d'abord. C'est bien beau, mais vraiment, ça, quelque part, c'est un crime même contre de la part de la CEDEAO. Ils ne doivent pas faire ça. Laissez les gens jouir de la liberté. Ils peuvent sortir parce qu'il y a des problèmes. Oui. Donc, cette part d'embargo, je suis contre cela. Bon, ATT doit se reconduire comme il se doit et finir son mandat. Oui. Cela doit partir des négociations avec la junte militaire. C'est là. Mais mettre la junte militaire, d'abord, comme certains le disent, on dit qu'il est caché, bon, on doit faire des déclarations, bon, d'une forme clandestine. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, donc vous voudriez, si je vous comprends bien, M. Diona, vous souhaiteriez qu'au moment où nous vous parlons, que la CEDEAO ait en sa possession le président déchu Amadou Toumani Touré, ce qui n'est pas le cas, il est toujours en cachette, et vous vous inquiétez un peu de sa sécurité, c'est ça, physique? Effectivement. Effectivement. Il est caché, c'est pas normal. Oui. Mais on ne peut pas conduire quelqu'un qui est toujours dans la cachette, non. Les négociations se font sans lui-même. Je ne sais pas s'il a même un représentant, non. Non, mais écoutez, il faudrait que nous avons dépassé ce stade-là. Oui. On a dépassé ce stade. Oui, votre intervention, qui est très brillante d'ailleurs, me rappelle en 1995, les accords, les mêmes problèmes étaient survenus en Sierra Leone, qui est un pays aussi frontalier à la Guinée.
Alors, en Sierra Leone, des jeunes militaires sont venus au pouvoir. Ils ont chassé le président qui était là, Joseph Momo, qui a trouvé refuge en Guinée, à Conakry notamment. Alors, quand la CEDEAO a été saisie du problème, où ça n'est saisi, elle a cherché les voies et moyens pour rétablir l'ordre constitutionnel. Alors, ce qui fut fait, des négociations ont eu lieu tant à Abidjan, à Conakry notamment, et le président Joseph Momo, après une intervention musclée de la branche armée de la CEDEAO, qui est l'ECOMOG, le président a été réinstallé au pouvoir. Et ce dernier aussi, par coup d'État, il a été renversé et il a organisé les élections et Ahmed Tidiane Kaba, qui était président démocratiquement élu, a été aussi renversé par Julius Madabio, un capitaine de l'armée aussi. Et la CEDEAO est intervenue pour rétablir l'ordre et Ahmed Tidiane Kaba a été à Conakry toujours. Conakry était en quelque sorte devenu le refuge de ces chefs d'État dessus de la Sierra Leone et vaillamment Ahmed Tidiane Cissé a retrouvé Ahmed Tidiane Kaba a retrouvé le fauteuil présidentiel à Freetown où il est 20h05 en temps universel. Alors, M. Diona, merci beaucoup de votre intervention. Restez en ligne. M. Gatabemou, alors nous allons essayer de voir du côté de cet autre panéliste invité. Monsieur ou madame, apparemment, vous avez votre casque maintenant, monsieur, du côté de la technique, vous êtes de retour. 202 332 22 38. Si vous avez votre casque, l'antenne est à vous. Bonsoir. Monsieur Sagno, je suis l'ambassadeur de Guinée, je vous suis, je n'interviens pas. Très bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, merci de votre fidélité à nos programmes. Alors, merci, monsieur Diona, vous avez dit, les choses évoluent, je vous le disais tantôt, très bien du côté du Mali, très rapidement d'ailleurs. Alors, ce que nous voudrions savoir, est-ce que la CEDEAO a les coups de franche pour vraiment rétablir l'ordre à Bamako? Est-ce que les militaires vont accepter effectivement de partir du pouvoir, M. Diona? Oui, les militaires, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partants. Ils ne peuvent rien d'autre. Ce qui est là, comme je vous ai dit, la décision a été prise, bon, ils ont reculé, ça date un recul total. Et les militaires, la place des militaires, c'est au camp. Les affaires politiques, c'est pas le militaire. Donc, ce qu'il doit faire, ATT doit revenir, et puis bon, les choses, le pouvoir doit aller d'une manière, comment dirais-je, souple. Tu as vu, la transition doit être souple. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce que si, autant que ATT ne revient pas, cela laisse à dire que, comment dirais-je, cela fait la volonté, comme toujours la volonté des mutins. Hein? Voyez-vous? Très bien. Restez en ligne, monsieur Diona. Monsieur, du côté de la technique, nous avons notre consultant, monsieur Alain, qui du côté de Minnesota. Alors, monsieur Alain, vous avez suivi tour à tour les panélistes qui sont très nombreux cet après-midi. Alors, le Mali, ça vous dit quoi? La CEDEAO a signé des accords avec la junte au pouvoir au Mali. Il est question que le capitaine Amadou Sanogo s'en aille avec sa clique et que M. Boukounta Traoré, président de l'Assemblée nationale du Mali, prenne les rênes du pouvoir pour donc conduire le pays aux élections multipartites et démocratiques. Alors, d'autres panélistes sur nos antennes ici ont rejeté d'abord cette façon de faire de la CEDEAO. Pour eux, il n'est pas question que Boukounta Traoré arrive à prendre le pouvoir, donc arrive à assumer les fonctions de chef de l'État. Il était plutôt question pour eux de faire venir ATT, qui, je vous le rappelle encore, vit toujours en cachette. Alors, monsieur Alain, vous qui êtes juriste, homme averti de la politique ouest-africaine, quel commentaire avez-vous sur ce dossier très brûlant du Mali qui bouge d'ailleurs à la vitesse vraiment de l'éclair, hein, monsieur Alain? Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes présents sur ces ondes. Et il faut d'abord les rappeler que bien avant le coup de pouce là, et il était question, ils étaient en train de chercher des voies et moyens pour que, au cas où la rébellion nécessaire, au cas où les élections n'auraient pas lieu au Mali et que Amadou était déjà à la fin de son mandat,
et que c'est la Constitution qui allait s'appliquer. Donc, c'est le président de l'Assemblée qui allait assumer l'intérim jusqu'aux organisations des élections. Donc, le coup est venu. Parce que quand vous lisez bien la Constitution malienne, on dit en cas de vacance du pouvoir. Donc, quelles que soient les raisons, ça veut dire que le pouvoir aussi est l'une des raisons. Donc, et Amadou était à 5 semaines de la fin de son mandat. Donc, c'est pourquoi, en consultation avec le haut niveau de la CEDEAO, il les a signifié qu'il ne pouvait plus revenir aux affaires. Donc, c'est pour dire que la Constitution allait tout à l'heure s'appliquer. Donc, si la Constitution s'applique, ça veut dire que c'est le président de l'Assemblée qui assume l'intérim, comme cela est décidé par la CEDEAO. Et ce que les militaires ont cherché, justement, c'était l'amnistie. Donc, l'amnistie totale envers tous les militaires. Et ce qui a été accordé par l'ensemble des présidents de la CEDEAO. Donc, il ne faut pas que les gens se leurrent. Amadou lui-même, il était fatigué. Il a trop marché pour chercher les voies et moyens pour ne pas que la rébellion gagne du terrain. Mais c'était en vain. Donc, et les élections, il fallait organiser aussi les élections. Il était à la fin de son mandat. Donc, tous ces problèmes l'ont fatigué. Si lui-même il dit qu'il ne veut plus revenir, ça veut dire qu'il en a fini. Il ne faut pas que les gens le réclament. Lui-même, c'est lui qui l'a déclaré. Il a déclaré au président Alassane Ouattara, il en a parlé au président français Nicolas Sarkozy au téléphone. Donc, il ne faut pas que les gens essayent de l'obliger à y être. Il est fatigué. Il a fait 2 mandats. Donc, il faut quand même qu'on essaie de renforcer la démocratie en Afrique. Ce qui a été, comme je vous avais dit il y a quelques semaines, il ne pouvait pas avoir des affrontements entre les Poutsis et comment on appelle, l'état-major de la CEDEAO. C'était pratiquement impossible. Les Poutsis ont compris tout à l'heure que les difficultés que cela présente, ils ont accepté. Ils ont fait et ils se sont ralliés à la CEDEAO, donc ils doivent maintenant conjuguer les mêmes efforts pour lutter contre la rébellion. C'est ce qui est adopté hier. Donc, c'est ça un peu le visage de la situation malienne aujourd'hui. Et au nord, vous savez aussi, c'est la confusion. Hier, si c'est les islamistes qui ont proclamé l'état du nord, aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui contrôlent le terrain. C'est l'Al-Qaïda qui contrôle le terrain. Donc, ce qui complique encore. Eux-mêmes qui ont parlé hier, ils n'ont pas de matériel militaire bien fort pour lutter contre l'Al-Qaïda. Donc, ça devient une confusion. Je suis sûr que demain ou après-demain, elles aussi, les islamistes, ils vont se rallier contre l'Al-Qaïda. Vous savez, au temps de Amadou et comment on appelle son premier mandat. Oui, Amadou Touré, oui. Oui, c'est lui qui a armé les islamistes pour lutter contre Al-Qaïda. Et cela a été critiqué par beaucoup de députés qui viennent du Nord, comme pourquoi et le gars essaye d'avoir une milice populaire et civile encore pour lutter contre Al-Qaïda. Mais aujourd'hui, les gens ont compris. Donc, ce sont les mêmes islamistes-là, ils vont se mettre du côté du gouvernement encore pour lutter contre l'Al-Qaïda au Nord. Donc, voilà comment un peu se présente la situation malienne. Oui, M. Alain, alors vos analyses sont très bien. Du reste, alors ce que je voudrais aussi vous rappeler, beaucoup d'observateurs de la vie politique ouest-africaine pensent que Amadou Toumani Touré, vous l'avez dit, il était fatigué, 2 mandats. C'est pas facile pour un homme de sa trempe, un chef d'État, un vieux général qui cherchait plutôt à achever son mandat et partir tout doucement à la retraite. Mais les jeunes ne lui ont pas donné le temps car la rébellion qui sévit dans le nord Mali faisait rage. Il y a eu beaucoup de morts quand il y a eu donc l'attaque dans les villes de Menaka et Gao est tombée tout récemment. Donc l'armée n'était pas préparée, l'armée était démunie, les jeunes ont demandé beaucoup de munitions, beaucoup d'armes pour faire face à la rébellion. Mais il semble que, selon nos informations, avant même que les jeunes n'aillent au palais de Koulouba, pour ceux qui connaissent Bamako, Koulouba, c'est la colline sur laquelle est bâtie majestueusement donc la présidence de la République du Mali, nous connaissons bien. Cette présidence surplombe la ville. Et les jeunes sont partis du camp de Kati, qui est à 15 km de Bamako. Mais semble-t-il, M. Alain, avant que ces jeunes soldats n'arrivent, le président avait déjà quitté les lieux, il était déjà parti. Alors, ce qui a donné, donc, laissé le terrain, le champ libre à ces jeunes-là de s'emparer du pouvoir.
Mais bon, là n'est pas le problème. On va écouter un extrait de... je vais vous lire un extrait plutôt du code très controversé de famille que ATT a fait adopter par l'Assemblée nationale. Et ça aussi, ça faisait trop sur lui parce que ce code a été dénoncé par les organisations des droits de l'homme au Mali et beaucoup d'autres Maliens. Selon le nouveau code malien, donc qui est appelé le code de la famille, la femme doit obéissance à son mari et l'homme est sacré comme unique chef de famille, puissance paternelle. L'âge légal du mariage est de 18 ans pour l'homme et de 16 ans pour la femme. Par ailleurs, dans certains cas, le mariage peut être autorisé à partir de 15 ans. En outre, le mariage religieux est désormais juridiquement reconnu. Est-ce que vous ne pensez pas que ce code très controversé, comment on peut faire marier des jeunes filles à 15 ans, 18 ans, alors que le mariage devrait être un choix? Le code dit que le mariage légal des jeunes dames, des jeunes filles au Mali, sous ATT, donc le code est passé à l'Assemblée nationale, il a été adopté. Donc l'âge du mariage a été donc maintenu à 18 ans. Et ce code, je vous le dis encore tantôt, a été beaucoup décrié. Et les gens pensent que ATT en a fait un peu trop. Alors, pensez-vous que ce code-là fait partie, rallonge un peu la casserole que traîne derrière lui le général ATT? Et l'autre volet aussi de mon intervention, de mon exposé, M. Alain, c'est que quelques jours avant que ATT ne quitte le pouvoir, qu'on le chasse du pouvoir, on a arrêté en Mauritanie, en Nouakchott, donc en Mauritanie, le chef des renseignements du guide libyen, Feu Mouammar Kadhafi, qui était muni d'un passeport malien. Alors, vous savez que ce sont des personnes, tous les anciens membres du gouvernement Kadhafi sont recherchés, soit par la justice nationale ou par la justice internationale, pour crimes contre l'humanité. Est-ce que vous ne pensez pas que ça faisait un peu trop sur le dos de Amadou Toumani Touré, un Libyen qui se promène avec un passeport malien? Cela veut dire quoi? Cela va sans dire que c'est le Mali qui a soutenu Kadhafi ou les vieux dirigeants sous le régime de Kadhafi, n'est-ce pas, M. Alain? Merci, Georges. Vous savez, la position du gouvernement malien était claire par rapport à Kadhafi. Le gouvernement malien était clair souteneur Kadhafi dans son ensemble. Donc, et comme vous le saviez, le problème du Mali, le nord du Mali est très compliqué. Le code est en référence un peu de ce qui se passe au nord. Parce que, vous savez, c'est l'islam pur qui s'applique au nord. Voilà pourquoi même les gens là appliquent tout à l'heure le charia au nord. Donc, la femme, on devait, quand c'est qu'on fait le Mali, la femme est de second rang au Mali. Que ça soit prononcé ou pas, mais quand vous voyez, la femme malienne ne va pas au bureau comme en majorité, comme le cas en Côte d'Ivoire, en Guinée, dans beaucoup d'autres pays. Oui, alors, apparemment, oui, M. Alain, apparemment, on a perdu Alain. Alors, nous allons essayer de prendre M. Gatagbemou. M. Gatagbemou, vous avez suivi un peu un extrait, j'ai lu un extrait de ce code de famille qui oblige la femme dans tout, et en tout, et pas l'homme est le chef paternel de la famille, unique chef de la famille. Avec le monde qui évolue aujourd'hui, pensez-vous que cela est bien possible dans nos sociétés modernes aujourd'hui, M. Gatagbemou? Oui, bien avant d'énoncer des verbes à propos de ces issues, je voulais d'abord rappeler à Alain que soit on n'est pas de la démocratie ou on n'en est pas. Je reviens toujours dans le cas de ATT. ATT avait un mandat. La démocratie demande quoi? Que le président doit finir son mandat. Et après son mandat, c'est à lui maintenant. S'il a un autre mandat, il doit se présenter. Mais le gars n'a pas fini son mandat. Ça, c'est un truc que nous devons respecter. Il n'a pas fini. Et même s'il en cachait, il y a des... comme on a fait à notre parent en Guinée. Quand ils ont appelé au Burkina, il est parti au Burkina, est-ce qu'il est revenu en Guinée? Il n'a pas. On peut faire la même chose au capitaine qui est là-bas aujourd'hui. Bon, quand on parle du code malien, je pense que le code malien, c'est le code malien. Comme chaque pays a son code. Maintenant, c'est aux activistes de réagir face à ces codes. Il y a les activistes qui sont là pour soutenir les bienfaits des femmes. Ils sont au Mali, au plein, ils sont ici aux États, ils sont partout en Afrique. Ils peuvent se révolter et demander des manifestations, ça peut aussi remuer la population malienne. Ça, ce n'est pas nos devoirs maintenant de faire quelque chose. Ça, c'est le code malien, c'est le code malien. On doit le respecter, on doit le respecter. S'il y a autre chose à faire, les Maliens peuvent résister et se manifester pour informer l'opinion internationale. Ça, c'est un. De deux,
les Touaregs qui sont là, comme je l'avais dit, je pense que ATT voulait un peu intégrer les Touaregs dans l'administration malienne. Et à ce fait, il fallait aussi qu'ils adoptent certaines choses que les Touaregs voulaient voir, comme le charia qu'il paraît, il y a beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les choses changent. On a vu l'Égypte aujourd'hui, on a vu l'Arabie Saoudite aujourd'hui, que le droit des femmes est vraiment, ça se développe. Donc, qui sait que la même chose pourrait se répéter au Mali de nos jours. Donc, le code, je n'ai pas questionné le code, mais il y a les activistes qui ont questionné et manifesté. C'est ça que manifeste la démocratie. C'est comme ça que la démocratie. M. Gadagbemou, vous vous opposez à l'analyse de notre consultant, M. Alain, qui disait que ATT était un peu fatigué et que lui-même il tenait à partir, n'est-ce pas? Vous dites que la démocratie pour vous, vous êtes un peu, vous restez dans les principes sacro-saints de la démocratie, c'est-à-dire qu'un président soit bon ou pas, à partir du moment où il a été élu, il est appelé à finir son mandat. Ouais, c'est vrai. Quand un président est élu, il finit son mandat. Oui, allez-y, Gadagbemou. Quand un président est élu pour 4 ou 5 ans, il doit finir son mandat. Il ne pourra pas finir son mandat si, je ne parle pas en cas de coup d'État. Le coup d'État est formellement interdit par toutes les organisations, que ce soit africaines ou internationales, c'est interdit. Bon, en cas de maladie ou de décès, là, on peut maintenant conjuguer la constitution malienne que le président de l'Assemblée peut prendre l'intérim. Mais ce n'est pas le cas que nous voyons ici aujourd'hui. Exemple, je ne souhaite pas que un coup d'État arrive aujourd'hui en Guinée et que le président Alpha Condé se cache quelque part à 1 an ou à 2 mois de son mandat. Est-ce que c'est la même chose qu'on dira aujourd'hui? Que non, le président de l'Assemblée doit venir? Non, ce n'est pas la même chose qu'on va choisir. On va dire reconduire le président d'abord. Après ces 2 mois de mandat, le président de l'Assemblée peut prendre l'intérim en attendant d'organiser une élection libre et transparente. Merci beaucoup, M. Gata. Merci beaucoup. Vos analyses sont percutantes. Nous allons voir l'avis du politologue guinéen, M. Chérif Nima François, qui a pris le temps de vous écouter. Il est en ligne de Washington, bien sûr. Alors, les grands hommes arrivent toujours au dernier moment dans le grand débat. M. Chérif Nima François, vous êtes politologue guinéen, basé à Washington. Alors, le thème, c'est le Mali et la CEDEAO. Alors, pour commencer, quel avis donnez-vous sur l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, où la CEDEAO a arraché un accord à la junte qui a décidé de quitter le pouvoir très bientôt? Oui, merci Georges pour l'occasion. Bon, par rapport au Mali, j'ai écouté le dernier intervenant qui disait qu'il faut le coup d'État condamner dans toutes ses formes. C'est vrai, le principe général est dit qu'un coup d'État militaire n'est pas tolérable au XXIe siècle, surtout dans les pays où il y a des institutions démocratiques. Mais il faut généralement juger les problèmes dans leur contexte. Il y a eu des coups d'État contre des présidents démocratiquement élus sans atteindre la fin de leur mandat, et que ces coups d'État ont été acceptés. Le cas le plus récent, avant le cas du Mali, c'était le coup d'État contre Mamadou Tandja. Au Niger. Il faut parler de constitution. Mamadou Tandja avait... la constitution a été modifiée au Niger. Mamadou Tandja devrait servir un 3e mandat, oui ou non? Oui. C'est tout cela. Mais il a été déposé par des militaires, un coup d'État militaire qui a été salué par la communauté internationale et accepté par le peuple du Niger. Et tant d'autres, vous parlez de le président égyptien, il était élu. Moubarak est élu plusieurs fois. Il y a un coup d'État. Aujourd'hui, c'est les militaires qui dirigent le pays. Mais ils sont acceptés par la communauté internationale. Beaucoup tant d'autres. Je connais tant d'autres. Et donc, moi, je me dis qu'en politique, quand il y a un problème, il faut qu'en Afrique, quand il y a un problème, nous cherchons à résoudre le problème, nous apportons une solution. Et moi, je propose la solution qui est, qu'est-ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait des coups d'État? Maintenant, la solution que moi je propose serait, si vous avez élu un président, parce qu'être élu par le peuple n'est pas le mandat d'aller s'asseoir dans le fauteuil sans rien faire pour le peuple. Abandonner son programme et faire les services de copinage, parce qu'il y a un service public. Un service public, ça s'appelle service public. C'est pas un service où on ne va pas dans la fonction publique pour faire du profit. La fonction publique doit servir le peuple et non pas pour aller faire un lieu
où on va pour générer des profits ou rendre service à des copains et des amis. Donc, pour éviter cela. Quand un président est élu sur la page d'un programme, dans une institution démocratique, dans un pays qui a des pages démocratiques bien fondées, il s'agit d'exécuter son programme. Maintenant, s'il ne le fait pas, il a violé son contrat avec le peuple. Je crois qu'il faut que nous acceptons qu'il soit à la charte de l'Union africaine ou au niveau de la CEDEAO ou soit au niveau de l'ONU. Bon, l'ONU c'est trop grand, parlons de l'Afrique. Soit à la charte de l'Union africaine que nous introduisions une loi qui dit projet de rappel des présidents ou des élus du peuple. Je m'explique un peu. Si un président est élu avec un mandat de 5 ans ou renouvelable, mais s'il n'arrive pas à même atteindre même un tiers de ce qu'il a promis au peuple, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? S'il abandonne son peuple, il se met à servir ses amis, à sa famille, il abandonne carrément son programme, ou il vous fait imposer des choses que vous, le peuple qui vous avez élu, qui ne vous avez pas dit, il avait un agenda caché. Qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Nous avons le cas ici au Venezuela, nous avons le cas actuellement à l'Équateur, nous avons eu le cas tout récemment que les Brésiliens heureusement, ils l'ont fait partir au Brésil, qui a failli tourner au rouge. Donc, il faut qu'il y ait des parages. Et moi, je propose qu'il y ait un projet de loi de rappel aux élus du peuple qui n'arrivent pas à accomplir même un tiers de leur programme pour incapacité ou mensonge ou des agendas cachés. Et on les rappelle à l'ordre, et cela à travers soit on demande au niveau d'un pays qui a 4 millions d'électeurs, on peut demander par exemple, si un tiers des 4 millions est mécontent de la gestion, parce qu'ils observent que celui qui a été élu n'a pas pu accomplir un tiers de ses promesses, on peut demander un tiers des signatures de ceux qui émargent sur la liste électorale pour les votants convoquer au niveau de l'Assemblée nationale pour organiser des élections présidentielles ou législatives ou municipales anticipées pour rappeler cet élu du peuple à l'ordre. Merci. Et le faire remplacer. Voilà, donc vous avez suivi, mesdames et messieurs, c'était l'avis du politologue guinéen qui propose l'instauration d'un code de rappel qui devrait rappeler à tout chef d'État, en fonction en Afrique subsaharienne, d'être rappelé à l'ordre au cas échéant, organiser des élections anticipées pour que le peuple se prononce sur la gestion du président. Comme il a bien dit, en donnant l'exemple du Mali, le président ATT était fatigué, il n'a pas travaillé correctement. Le peuple malien était un peuple impatient, qui a demandé beaucoup, mais le président n'a pas donné le meilleur de lui-même. Alors, Monsieur Diona, est-ce que vous partagez cet avis? Allô, Léonard? Oui, est-ce que vous partagez l'avis du politologue guinéen qui demande l'instauration rapide dans les pays africains d'un code de rappel qui devrait donc constituer à rappeler à tout chef d'État élu pour 4 ans ou 5 ans de bien travailler, s'il ne travaille pas à mi-terme, des élections anticipées pour que le peuple se prononce. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, un peu, mais pas tellement. Alors, que proposeriez-vous si vous êtes demandé de proposer? Parce que, justement, à la Radio Guinée ici, à Radio Guinée USA, c'est que nous proposons, on critique, on débat, mais on propose des solutions. Oui. Alors, quelles solutions pour la sortie de crise au Mali? Oui, mes propos sont les suivantes. Ok. Voilà pourquoi il y a une opposition. Donc, il ne suffit pas de donner toutes les chances, disons, au parti au pouvoir. Donc, quand la législation législative, le peuple doit faire, faire une balance. Dire, bon, voilà, nous avons élu, tel, à la tête, président. Il ne faudrait pas que le parti de ce même président gobe tous les sièges à l'Assemblée nationale. Pour qu'un débat soit, équilibré, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut donner une chance à l'opposition. Le peuple doit donner une chance à l'opposition, élire tant de députés de l'opposition, et pouvoir aller contre ce qui ne va pas. Vous voyez, en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, comment ça se passe? Quand vous assistez à les débats à l'Assemblée nationale, comment c'est détaillé? Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais chez nous, en Afrique, c'est pas ça, parce qu'on a élu le président. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et au législatif, on fait tout pour qu'il y ait plus de sièges à l'Assemblée nationale. Non.
Il faut former des groupes parlementaires. Un blocage parce que si le pouvoir n'est pas équilibré, il n'y a pas check and balance comme on dit aux États-Unis, ça pose problème. Alors, M. Diona, restez en ligne rapidement. Direction Minnesota, nous sommes pris par le temps. M. Alain, en 10 secondes, que proposeriez-vous, parce que vous avez écouté le politologue guinéen qui propose l'instauration d'un code de rappel. Merci beaucoup. Et il faut rappeler à l'ensemble de nos auditeurs que dans nos constitutions, tout est prévu. Il dépend du régime que nous avions. Si vous êtes dans le régime présidentialiste ou dans le régime parlementaire. De toutes les façons, quand un président est élu, c'est suivant nos constitutions que ceux-là prêtent serment pour la loyauté et dans leur exercice. Si il arrive que le président n'arrive pas à exercer correctement avec loyauté, et c'est qu'il y a l'Assemblée nationale qui est là pour le rappeler. On n'a pas encore au dehors de la Constitution pour voter un autre code de rappel à un président. Mais il faut qu'on soit subséquent avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement des gens corrompus à l'Assemblée. C'est pourquoi il y a la haute magistrature pour juger le président de la République pour ce qu'il fait. Il peut être révoqué pour des raisons de faute lourde. Donc tout dépend de nos constitutions. C'est ça la référence des États. Donc il faut qu'on essaie de lire un peu et en toutes les lignes nos constitutions. On n'a pas encore à élaborer notre code, comme on dit, code de bienveillance ou de quoi. Non, il faut respecter. Et quand on est député à l'Assemblée, il faut qu'on sache qu'on est là pour le peuple. Et qu'on ne soit pas là pour soi-même, comme il le disait, c'est pas seulement le président qui agit pour lui-même. Mais nos députés aussi, il faut qu'on les rappelle que c'est le peuple qui les a élus. Donc c'est ça un peu le problème en Afrique. Je suis pas, voilà, ces points je ne partage pas avec lui, mais ça dépend de nos députés. Merci beaucoup, messieurs Alain. Ce sont sur cette note interrogative que nous fermons portes et fenêtres de cette 66e édition de Radio Guinée USA. Et l'émission que vous suiviez, mesdames et messieurs, s'appelle Washington Débat. Mon nom c'est Georges Léonard Sagno. On se reprend la semaine prochaine pour d'autres débats. Donc à tous les chrétiens du monde, joyeuses fêtes de Pâques et bonne soirée chez vous.